Par un doux soir d'automne, ces kérotes enthousiastes rassemblés dans un centre sportif ne savent plus très bien ce qu'ils sont venus acclamer. Est-ce Gamal Abdel Nasser, l'ancien maître de l'Égypte, et ses apports fulgurants à l'histoire? N'est-ce pas plutôt sa réincarnation à l'écran, la star du cinéma arabe, Ahmad Zaki? Les organisateurs de ce débat n'escomptaient pas un tel succès. Devant la foule, ils préviennent. Pas de questions politiques, mais seulement sur le film. Nasser 56 relate le moment le plus fort du gouvernement de Nasser, la nationalisation du canal de Suez. Emporté par l'enthousiasme, le public aura vite fait de transformer la réunion en une manifestation à la gloire du modèle et de son image. Ce n'était pas facile pour moi d'interpréter cette période de la vie de Gamal Abdel Nasser. Parce qu'en 1956, j'étais un enfant. Ce qui m'a aidé, c'est que pour moi, pour ma génération, Nasser, c'est notre père. En plus, il est l'un des nôtres. Il a essuyé les mêmes difficultés sociales que nous. Quand il parlait, c'était de moi, de nous. Je me suis retrouvé à courir derrière cette personnalité. Et j'ai eu peur. Il incarne tant de choses, il nous habite tous tellement. Plus de 3 millions d'Égyptiens, sans compter les spectateurs des pays arabes voisins, ont vu Nasser 56, souvent dans le recueillement. Ce triomphe exceptionnel ne peut s'expliquer par la seule qualité de l'œuvre, plus proche du théâtre filmé que des comédies musicales dont ses spectateurs d'habitude raffolent. Nasser 56 n'aura été détrôné après 3 mois d'affiche que par un autre film de propagande. La télévision nationale l'a produit avec une évidente volonté politique. Mon but est simple. Je réalise actuellement un film sur la chanteuse Kalsoum dans le même esprit que celui sur le Nasser de 1956. Plutôt qu'une biographie entière, nous prenons un moment de la vie d'une personnalité, ses actions dans un temps délimité. Des actes qui appartiennent au passé, bien sûr, mais qui influencent toujours le présent. Nous disons aux générations de 96, le peuple égyptien a été capable en 1956 de tenir tête aux grandes puissances et même de les vaincre. Nous disons aux jeunes de l'Égypte actuelle, vous pouvez faire la même chose. Le nouvel attachement à Nasser s'épanouit aussi dans cette culture des cassettes si florissante au Proche-Orient. Nasser, pour moi, c'est mon père. C'est le père de tous les Égyptiens et le frère de tous les Égyptiens. Il m'a donné la liberté et l'éducation. C'est à Bandung, en 1955, que Gamal Abdel Nasser s'affirme aux côtés de l'Indien Nehru et de l'Indonésien Soekarno comme l'un des chefs de file du tiers-monde émergent. Il mène alors l'Égypte depuis 3 ans, où la révolution des officiers libres l'a installé au pouvoir. Son programme se nourrit d'anticolonialisme, de panarabisme et de socialisme. Sa méthode ne s'embarrasse pas de pluralisme. Communistes et frères musulmans, qu'il avait pourtant soutenus, sont emprisonnés, quand ils ne sont pas torturés ou tués. L'ambition de Nasser pour son pays trouve à s'accomplir dans un projet pharaonique, un barrage sur le Nil. Les Occidentaux refusent leur aide financière. Nasser décide alors, dans le plus grand secret, de nationaliser le canal de Suez. Il l'annonce à Alexandrie, le 26 juillet 1956. Anglais et Français réagissent avec violence, d'autant que leurs empires prennent l'eau de toutes parts, en particulier en Algérie, où les indépendantistes sont aidés par l'Égypte. Nasser est un personnage central de ce débat colonisation-décolonisation. Et Anglais comme Français essaient dans une sorte de spasme, de sursaut, de couper court à cette montée de l'anticolonialisme. L'opinion publique en France a été profondément blessée, profondément atteinte, je dirais indignée
il y a eu une surévaluation de l'affaire, indubitablement, jusqu'à comparer Nasser à Hitler, qui était une comparaison parfaitement ridicule. Moi, j'ai connu des gens paisibles, que j'ai connus paisibles ensemble, qui étaient devenus presque fous à cette époque, n'est-ce pas? Et qui voulaient en découdre à tout prix, n'est-ce pas? Étant donné qu'ils se sentaient humiliés, et que d'autre part, ils comptaient qu'on écraserait assez facilement l'Égypte. Donc c'était à la fois leur honneur était blessé, et la revanche serait facile à obtenir sur un adversaire supposé faible. Des hommes passerelles tentent pourtant d'éviter cette déchirure. Raymond Stambouli est de cela. Né au Caire, imprégné de plusieurs cultures, il regarde vers la France mais souffre pour l'Égypte. Aujourd'hui encore, il se voue à retracer les pages d'histoire communes aux deux pays. En juillet 1956, il achève à Paris ses études. J'étais extrêmement troublé. Pour moi, comme pour tous les gens qui connaissent l'Égypte ou qui aiment l'Égypte, ce fut un drame inouï. Un drame inouï et à notre avis totalement injustifié. Rien ne justifiait une agression aussi brutale militaire contre l'Égypte, alors que la France, depuis Bonaparte, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, avait déployé des efforts inouïs, avait créé un patrimoine en Égypte absolument fabuleux, culturel, économique, scientifique, etc., et que tout cela a été perdu en un jour. À ce moment-là, les Américains marquent leur entrée dans le champ politique et diplomatique du Moyen-Orient, remplacent définitivement les anciennes puissances colonisatrices, et c'est les États-Unis d'Amérique qui, à partir de 1956, mènent le bal jusqu'aujourd'hui. En dépit des pressions internationales, la France et la Grande-Bretagne se lancent à l'assaut de l'Égypte. L'attaque commence le 29 octobre 1956 au matin. Elle a été décidée dans le plus grand secret. Israël a rejoint les deux nations européennes afin de jouer sa propre partition. Cette expédition restera l'une des plus courtes de l'histoire militaire. 1 mois de combat qui s'achève par un diktat américain aux belligérants. De cette crise, les Européens sortent les plus défaits. Israël y aura gagné la puissance atomique, prix payé par la France en échange de son intervention. Quant à l'Égypte victorieuse, elle se réconcilie avec son histoire millénaire. La crise de Suez est une fin et un recommencement. L'Égypte cosmopolite, traversée par tant d'influences, mais aussi soumise à tant de conquêtes, s'est effacée en cette année 56. Marlène avait 16 ans et vivait à Alexandrie. Elle ne savait pas alors qu'elle vivait un crépuscule. Au Caire, Amina venait de fêter ses 21 ans. Jeune journaliste stagiaire dans l'un des grands hebdomadaires, elle tentait de comprendre le monde. Juillet 56 sera son initiation. Elle demande à couvrir la guerre qui fait rage à Port Saïd. Elle ne sait pas encore qu'elle en reviendra transformée. On nous dit c'est la guerre. Alors on nous dit il faut mettre du papier, c'est le couvre-feu le soir. Alors il faut pas que les maisons soient éclairées. Alors on met du papier bleu avec lequel on recouvrait nos cahiers, on les met sur les fenêtres pour pas qu'il y ait de lumière. Et en fait on a entendu la guerre qu'un seul soir. C'est un peu une guerre, on dirait d'opérette, c'est-à-dire que moi j'ai eu mon beau-père qui a été arrêté, mis dans un camp de concentration, disions-nous. Et en fait je voyais la cuisinière tous les matins qui partait lui apporter des plats. I started working as a journalist. And I met a friend of mine. J'ai commencé mon reportage et j'ai rencontré un ami. J'étais étonnée de le trouver là jusqu'à ce qu'il me dise qu'il avait rejoint la résistance. Leur mouvement avait alors besoin d'une dactylo. À partir de ce moment, je suis entrée dans la résistance. J'ai gardé avec moi l'appareil photo et tout le matériel de reportage et je suis restée dans la résistance jusqu'à la fin des combats. Et puis, je suis redevenue une journaliste. Pour une jeune fille, c'était une expérience exceptionnelle et j'étais vraiment très jeune. Ce qui m'est arrivé alors est unique. Sans cette expérience, je ne me serais jamais engagée plus tard dans la politique. On apprend que les Anglais et les Français vont partir. Pour nous, c'est un peu la joie parce que tous nos profs étaient français. Moi, j'étais au lycée de la mission laïque française, donc c'est un peu les vacances. Alors, il y a le drapeau égyptien dans la cour du lycée, on monte le drapeau.
et on va chanter l'hymne national égyptien. Alors quand on rentre à la maison, c'est une autre histoire. On nous dit c'est terrible, on va devoir partir en Europe. Bon, pour nous, l'Europe, c'est aussi un peu les vacances, donc on est plutôt content. Le canal de Suez a été construit avec le sang et la sueur des Égyptiens. Il appartient à notre identité, notre mémoire collective. C'est notre canal de Suez. Ce canal tant convoité est un trait d'union entre deux mers, deux continents. Depuis sa nationalisation par l'Égypte, des villes ont surgi du désert autour des escales nécessaires au pilotage des bateaux. Au cœur du vieux quartier colonial d'Ismaïlia se décomposent les lambeaux de Ferdinand de Lesseps, l'architecte du canal. Cette voie d'eau fut imaginée par Bonaparte en lointain écho à une autre percée, conçue par un pharaon visionnaire voilà 3000 ans. Avec ses 90 passages quotidiens et toutes ses économies dérivées, il apporte à l'Égypte une manne annuelle égale à celle du tourisme. Retour au Caire, avec un autre témoin de cette année 56, toujours acteur de l'Égypte contemporaine. Rifat El Saïd, élu sénateur par l'opposition de gauche, a toujours mis sa vie au service de la politique. Une vie à présent menacée par les partisans d'un islam totalitaire. Mais ce combattant en a vu d'autres. Mon expérience de 1956 est un petit peu étrange. À cette époque, j'étais en prison. Nasser nous avait arrêtés parce que nous étions communistes. Et alors, il nous avait envoyés très très loin dans le désert. Notre seul lien avec le monde extérieur était une radio dont j'étais le responsable. Et c'est comme ça que nous avons appris la nouvelle de l'agression contre l'Égypte. Alors, nous avons fait quelque chose de fou, qui montre bien l'état d'esprit de prisonniers qui sont si loin de tout. Nous avons décidé de constituer une brigade. Au cas où Nasser nous relâcherait, nous serions prêts à aller directement combattre les agresseurs. Et le plus étonnant, c'est que notre principal entraîneur était un juif. Shehata Haroun est l'un des derniers représentants de cette communauté juive autrefois florissante et qui vivait en symbiose avec l'Égypte. Shehata a vu ses compagnons partir, les uns après les autres, au rythme des soubresauts du Proche-Orient. Lui est resté, poursuivant ici sa vie de militant et d'avocat, regardant la ville se boursoufler sous la poussée démographique. À l'automne 56, il n'a pas hésité. J'ai voulu m'engager. Et je t'avoue, j'ai eu la frayeur, la plus grosse frayeur de ma vie. Parce qu'on nous avait dit qu'on allait se réunir que les gens se réunissaient dans un des jardins près du Nil. J'ai été à ma voiture, je suis rentré là-dedans et puis ensuite je me suis cogné la tête. Je me dis, enfin, si quelqu'un me reconnaissait, un juif, au milieu de... Je suis foutu, je suis fait. Le problème principal, c'est que j'étais juif et je n'imaginais pas que des juifs puissent combattre des juifs, tu comprends? Et malgré tout, parce que j'étais quand même égyptien, j'ai voulu... Mais on a refusé de mon engagement. Parce que justement, j'étais juif. Se confondant lui aussi avec l'histoire de l'Égypte moderne, cet ancien officier libre, compagnon de Nasser lors de son accession au pouvoir, mène aujourd'hui d'autres combats, en particulier pour la paix. À la veille du discours d'Alexandrie, il venait d'abandonner la carrière militaire pour prendre la direction du théâtre national égyptien. Quand la guerre a éclaté, j'étais pris dans un dilemme. Que faire? Comme officier, je voulais participer, alors j'ai décidé de bouleverser le programme du Théâtre national et de faire jouer des pièces nationalistes. J'ai ouvert le théâtre aux gens, gratuitement, mais pas plus de 3 heures par jour à cause du couvre-feu.
Et les gens sont venus. Ils étaient contents de rentrer gratuitement, de voir ces pièces nationalistes, et ainsi le théâtre, lui aussi, était dans la bataille. La nationalisation du canal de Suez fut l'événement fédérateur après lequel toute critique de Nasser devenait difficile. De quelque horizon qu'ils viennent, les Égyptiens, en particulier les jeunes, peuvent encore s'identifier à cet épisode romanesque. Il permet de faire oublier les ratés de la paix ou les pages moins glorieuses de l'histoire récente, comme la cuisante défaite de la guerre des 6 jours en juin 1967. Le raïs insolent, tenant tête aux plus grandes puissances, efface ainsi l'homme humilié, négligé pendant 2 décennies et dont les idées ne rassemblent plus guère que quelques partisans vindicatifs. D'abord, il y a eu ce Nasser réprimé, ce Nasser qu'on n'a pas voulu montrer, ce Nasser qu'on ne voit jamais parlant, bougeant à la radio, à la télévision, où que ce soit, pendant de longues années. Ce film est un premier film où on le voit, où on le représente vivant, dans un certain sens, et à son moment de gloire, à la veille de la nationalisation du canal de Suez. Je crois que ça répond à des besoins présents. Ce que l'État ait considéré utile de présenter ce film est dû à des raisons qui n'ont rien à faire avec le passé, mais avec le présent. C'est moins en termes du fait que l'État veuille réépouser l'idéologie nassérienne, mais plus l'idée que l'État s'oppose à d'autres idéologies et de tirer profit d'une certaine nostalgie nassérienne pour faire face à d'autres idéologies. Comme nombre de ses voisins à dominante musulmane, cette Égypte tolérante a dû faire face à la violence intégriste. La célébration du héros de Suez permet de proposer un contre-modèle laïque à une population qui attend toujours les bénéfices de la paix. Comme partout, les quêtes identitaires s'érigent contre la mondialisation. Gamal Abdel Nasser incarne cet Égyptien, dit authentique, même si le stéréotype reste difficile à rencontrer sur cette terre marquée par tant de brassages. Pour beaucoup, la fermeté retrouvée du président Moubarak face aux Israéliens et aux Américains s'apparente à la nationalisation du canal. 40 ans après, l'Égypte et la France, amis ou ennemis d'hier, s'élancent dans un même mouvement afin de restaurer leur influence sur cette région tant convoitée. Chacune garde l'espoir d'y mieux bâtir la paix.